Le matin paraît ordinaire à Windhoek, pourtant deux chiffres contradictoires, des milliards extraits et une pauvreté tenace, s'entrechoquent déjà et annoncent une tension prête à rompre. En quelques lignes à peine, un décret présidentiel fait vaciller un système centenaire, réveille de vieux déséquilibres autour des ressources africaines et alerte des capitales qui redoutent qu'un mouvement local se transforme en précédent continental. Que signifie pour vous un tel choc lorsque l'ombre déterminée d'Ibrahim Traoré réapparaît en arrière-plan et rappelle qu'un refus peut parfois redessiner un horizon entier? Le continent retient son souffle dans cette minute suspendue. Si la décision annoncée à Windhoek suscite une telle onde de réaction, c'est parce qu'elle promet plus qu'un geste politique. Elle ouvre la possibilité concrète de comprendre comment une simple réécriture des règles peut modifier la circulation de la valeur dans un pays riche en ressources. Cette vidéo s'engage à montrer, avec des données vérifiables et des mécanismes institutionnels clairs, comment un décret apparemment technique devient un point de bascule pour l'ensemble du système extractif africain et pourquoi ce mouvement pourrait, pour la première fois depuis longtemps, déplacer les lignes sans bruit mais avec méthode? Le bénéfice majeur pour le spectateur tient en 12 mots. Saisir comment un pays façonne son destin à partir de ces chiffres, une clé qui permet de lire autrement les tensions entre souveraineté et dépendance. Dans cette promesse, un micro-hook demeure. Si la Namibie réussit là où d'autres ont reculé, que se passera-t-il dans les capitales qui, jusque-là, n'osaient pas pourquoi toucher aux contrats historiques? Chaque étape qui suivra cherche à éclairer ce glissement prudent mais décisif. À 11 heures précises, deux données brutes révèlent l'onde de choc, une variation instantanée de 3 à 2% sur les cours de l'uranium et l'annonce d'un contrôle direct exercé par la présidence sur l'ensemble du secteur minier. Ces deux signaux, sobres mais calculés, suffisent à montrer que la décision de Windhoek n'est pas un remaniement ordinaire, mais l'entrée mesurée dans une zone où chaque clause contractuelle peut réorienter plusieurs milliards de dollars en circulation. Dans les heures qui suivent, les téléphones des analystes crépitent, les chancelleries réévaluent leurs notes internes et les sociétés extractives révisent discrètement leurs projections. La précision de la séquence, communiquée, destitution, prise en main du ministère, rappelle que le geste avait été préparé, audité, puis calibré pour produire un effet maximal sans la théâtralisation habituelle. C'est à ce moment que le précédent d'Ibrahim Traoré réapparaît dans les commentaires. Non pas comme modèle à copier, mais comme miroir permettant de comprendre comment un pays, lorsqu'il revendique la gestion de son propre sous-sol, déclenche mécaniquement une réorganisation de ses rapports extérieurs. Le contexte qui précède ce basculement mérite d'être compris sans emphase inutile. Depuis 1900, la Namibie a appliqué la logique classique des accords extractifs, infrastructures prioritairement orientées vers le port, redevances faibles, bénéfices rapatriés, volatilité des exportations dépendantes des décisions prises loin du territoire. Les indicateurs macroéconomiques masquaient pourtant une tension persistante, un chômage de 30% porté à 46% chez les jeunes et un PIB très sensible aux fluctuations de marché que le pays ne contrôle pas. Les rapports d'institutions financières saluaient la stabilité, mais éludaient les déséquilibres structurels qui rendaient le modèle vulnérable. Nandinto, dans sa première déclaration télévisée, a simplement réintroduit ce que beaucoup savaient: un pays riche en uranium et en diamants ne peut accepter que les retombées locales demeurent marginales, tandis que la valeur réelle s'évapore sous forme de dividendes. Ainsi, la mini-reveal n'est pas un effet narratif. Elle dévoile, chiffres à l'appui, un mouvement déjà en marche.
La volonté de transformer une architecture extractive héritée en un dispositif où la souveraineté cesse d'être symbolique pour redevenir une variable active. Au centre de la journée qui a bouleversé Windhoek, une figure s'impose progressivement. Nandinto, dont la voix calme sert de fil conducteur pour comprendre ce qui change réellement derrière les annonces. Sa posture ne relève ni du symbole ni de la rhétorique. Elle organise une transition méthodique où chaque geste administratif prépare une modification tangible des rapports de force. Lorsque la présidente apparaît à l'écran, son regard fixe les caméras comme pour rappeler que les ressources ne sont pas un domaine réservé aux technocrates, mais une question de vie quotidienne. Les premiers effets se lisent à travers des témoignages directs recueillis sur le terrain. Un jeune ingénieur explique qu'il a longtemps travaillé sur des projets où les décisions majeures étaient prises à Zurich ou à Londres, loin des réalités locales que lui-même observait chaque semaine dans les ateliers. Une mère de famille raconte comment son fils a traversé le pays pour rejoindre une mine gérée par une société étrangère, sans certitude sur les salaires ni les conditions d'hébergement. Un mineur affirme que les rythmes d'extraction n'étaient presque jamais ajustés en fonction des besoins des communautés voisines, mais dictés par les variations des marchés mondiaux. Dans ces fragments de vie, la décision de Windhoek commence à prendre un sens concret. Elle redistribue l'attention, puis l'autorité, vers ceux qui vivent directement les conséquences des contrats. Ce rôle de personnage guide confié à Nandinto permet de lire autrement la montée en tension. Elle ne se contente pas de dénoncer des déséquilibres anciens. Elle rappelle que le contrôle national n'est pas un objectif abstrait, mais une condition préalable pour relier les choix stratégiques aux réalités vécues. Le so what apparaît alors clairement. Lorsqu'une gouvernance locale reprend la main, les vies situées au bord des mines cessent d'être de simples variables d'ajustement. Le déclencheur survient tôt. Un communiqué laconique tombe sur les fils d'agence et interrompt la routine ministérielle. La présidente reprend la main sur l'ensemble du secteur minier et met fin au mandat du vice-premier ministre. La formulation, sèche et méthodique, produit un effet immédiat. Les départements concernés suspendent leurs réunions, les juristes consultent les clauses sensibles, les conseillers économiques recalculent les coûts de rupture. La séquence semble brève, mais elle active un mécanisme profondément ancré dans la structure même des contrats africains. C'est la rupture du silence qui précède souvent les glissements durables. L'après-midi impose un rythme plus serré. Un décret additionnel annonce la centralisation des audits sous une cellule spéciale rattachée directement à la présidence. Les télévisions locales diffusent en boucle les extraits de la déclaration, tandis que plusieurs éditorialistes soulignent que la transparence exigée rompt avec 3 décennies de pratiques administratives. Des notes internes circulent dans les ministères répertoriant les contrats les plus vulnérables aux révisions. L'atmosphère devient électrique sans atteindre la panique. Le point culminant se produit en début de soirée. Nandinto apparaît en direct, droite, immobile, devant un pupitre dépourvu d'emphase. Sa voix, régulière, déroule une ligne claire. Les ressources deviennent patrimoine souverain. L'État doit reprendre le contrôle. Les effets de rente ne peuvent plus se substituer au développement. Elle nomme les responsabilités sans détour et expose la logique qui l'a mené à cette décision. Pendant ce temps, les marchés régionaux réagissent par saccades. L'uranium vacille de quelques pourcentages, puis se stabilise. Le parallèle avec Ibrahim Traoré surgit alors dans les analyses. Les rédactions africaines rappellent qu'un geste similaire avait mis à nu au Burkina Faso un réseau contractuel qui semblait inamovible. La comparaison ne rend pas les situations identiques. Elle met en lumière une constante.
Lorsqu'un pouvoir politique assume frontalement la réécriture des règles, les réactions extérieures se synchronisent presque automatiquement. C'est cette dynamique que les observateurs cherchent à décrypter. Elle transforme la scène namibienne en laboratoire régional. Les répliques s'étendent ensuite sur plusieurs fronts. Dans les chancelleries européennes, les cellules de veille rédigent des rapports d'urgence afin de mesurer l'exposition de leurs entreprises respectives. À Johannesburg, quelques analystes parlent d'un choc de confiance susceptible de reconfigurer la relation entre investisseurs et États. À Pékin, les communiqués officiels se veulent prudents, mais les signaux internes montrent une attention accrue à la stabilité juridique future. Dans les couloirs des forums économiques, les conversations portent déjà sur la possibilité d'un effet domino. La journée entière devient une matrice de scénarios en construction. Les répliques sociales ne tardent pas non plus. Des enregistrements amateurs montrent des foules rassemblées dans plusieurs quartiers de Windhoek suivant la déclaration en direct. Des mineurs commentent la nouvelle en évoquant les horaires d'extraction et la faiblesse des salaires. Des femmes dans les marchés discutent de la hausse possible des revenus communautaires si les redevances augmentent réellement. La tension ne se manifeste pas sous forme de confrontation, mais sous un regain d'attention collective. On perçoit une vigilance nouvelle. En fin de soirée, l'État sort la dernière pièce de sa séquence. Une commission spéciale de contrôle chargée d'examiner chaque contrat depuis 1990. Son mandat est clair, ses délais sont fixés, ses compétences étendues. Ce geste verrouille la journée en consolidant l'architecture administrative qui permettra de transformer l'impulsion politique en mécanisme durable. Le fil événementiel, de l'aube à la nuit, trace alors une ligne nette. Une gouvernance autrefois considérée comme figée se met enfin en mouvement. La Namibie entre dans une phase où le calendrier officiel arrête de subir et commence à agir. Le point de départ tient dans un chiffre qui structure toute la dynamique actuelle. 2000 tonnes d'uranium extraites chaque année, un volume qui place la Namibie parmi les acteurs clés sans qu'elle ne maîtrise réellement la chaîne de valeur. Ce volume n'exprime pas seulement une capacité minière, il révèle la dépendance créée lorsque l'essentiel de la transformation s'effectue à l'étranger. La présidente s'appuie sur cette donnée pour montrer qu'un secteur aussi stratégique ne peut rester dans une position où la valeur ajoutée s'évapore à chaque étape. Dans cette logique, le baseline devient limpide, grande production, faible capture de richesse. La delta consiste alors à replacer le contrôle là où la décision façonne réellement le partage de la valeur. Un second chiffre éclaire la tension structurelle. 1,4 million de carats de diamants quittent chaque année le territoire, souvent sous des contrats dont les clauses ont été négociées dans des conditions opaques. Cette donnée n'est pas une statistique isolée. Elle renvoie à un réseau contractuel qui conditionne l'accès au marché international. La présidente veut en faire un levier de renégociation pour aligner les revenus réels sur la contribution matérielle du pays. Ce basculement vise à réduire l'écart entre ce que les industries extraient et ce que la population perçoit effectivement. Le passage baseline-delta prend ici la forme d'une transparence imposée, démarrant par la publication intégrale des accords depuis 1990. Le troisième chiffre résume le cœur du problème. 30% de chômage, porté à un niveau encore plus élevé chez les jeunes. Ce taux n'est pas seulement économique, il traduit l'absence persistante de politiques industrielles capables de relier l'extraction aux compétences locales. La présidente évoque un lien direct. Sans transformation, sans formation, aucune croissance ne diffuse dans les communautés. La delta, dans ce cas, repose sur la création d'obligations nouvelles imposées aux sociétés minières. Chaque entreprise devra prouver qu'elle finance la montée en compétences et la conversion locale des minerais.
Dans cette construction quantitative, la référence à Ibrahim Traoré surgit naturellement. Les observateurs rappellent comment, au Burkina Faso, l'introduction de clauses de transformation avait modifié la chaîne de distribution de l'or sans provoquer l'effondrement économique annoncé. Le parallèle sert à illustrer qu'un État peut corriger des déséquilibres anciens sans rompre brutalement ses engagements internationaux. La comparaison ne fait pas de la Namibie un double du Sahel. Elle montre qu'une dynamique identique peut être adaptée au contexte local. C'est cette capacité d'adaptation que Nandinto cherche à instituer dans son propre modèle. Les données ne sont donc pas utilisées comme des armes politiques, mais comme des indicateurs permettant de suivre l'évolution réelle du système. L'approche repose sur un principe simple: mesurer, comparer, puis corriger. Cette méthode donne un cadre lisible aux investisseurs, aux administrations et aux communautés. Elle facilite la compréhension des réformes en transformant des notions abstraites en objectifs concrets. C'est ainsi que la Namibie tente de déplacer une structure vieille d'un siècle. Des critiques les plus structurées proviennent de milieux économiques qui connaissent parfaitement le fonctionnement des marchés extractifs. Leur premier argument repose sur une logique classique. La rupture avec les multinationales risquerait d'assécher les flux de capitaux, de ralentir les investissements et de réduire les perspectives de croissance à court terme. Selon eux, les pays qui se ferment aux acteurs internationaux finissent souvent par affronter une contraction du crédit, une désertion technologique et une fragilisation de leurs finances publiques. La Namibie, en s'orientant vers la reprise de contrôle national, pourrait donc s'exposer à un choc de confiance susceptible de déstabiliser son économie. La prudence serait alors la seule stratégie viable. Le second argument, tout aussi cohérent, avance que les pays riches en ressources mais dotés d'industries locales faibles n'ont pas les capacités suffisantes pour gérer la transformation. Les infrastructures, la formation, les technologies de pointe et la logistique internationale exigent des décennies d'investissements coordonnés. Sans l'appui des entreprises étrangères, affirment ces voix, la production pourrait chuter, les coûts augmenter et les exportations perdre leur fiabilité. Les risques diplomatiques complètent ce tableau. Un pays qui rebat les cartes contractuelles peut voir sa position contestée par des partenaires influents. L'ensemble dessine un scénario où la Namibie serait forcée de reculer. La réponse de Nandinto ne nie aucun de ces éléments. Elle les replace dans une logique mesurable. Elle affirme que les investisseurs ne fuient pas la souveraineté, mais l'opacité, et que l'incertitude naît précisément de contrats rédigés dans des conditions floues. Elle rappelle que 3 décennies d'accords favorables aux multinationales n'ont pas apporté la prospérité promise, comme le montrent les taux de chômage persistants et la faible circulation des revenus extractifs dans l'économie locale. Les chiffres utilisés par la présidente servent à démontrer que la stabilité véritable dépend de règles claires, de redevances lisibles et d'un partage cohérent de la valeur. Le Stillman atteint alors sa résolution. Les objections restent rationnelles, mais les faits indiquent que l'immobilisme n'a jamais produit les résultats attendus. La bascule commence ici. Ce point médian marque l'instant où la dynamique namibienne cesse d'être un enchaînement administratif pour devenir une transformation perceptible, visible dans les gestes, les discours et les réactions précipitées de ceux qui s'étaient longtemps habitués à une stabilité inerte. Dans plusieurs quartiers de Windhoek, des groupes se forment autour des radios, cherchant à comprendre ce que signifie réellement la reprise de contrôle sur les ressources. Cette attention accrue ne relève pas de l'euphorie, elle provient d'une prise de conscience que les règles ne sont plus intouchables. Le pays entrait alors dans une phase où chaque entité impliquée doit réapprendre sa place. Ce glissement se reflète aussi dans les signaux venus de l'extérieur. Des observateurs régionaux notent que les discours changent de ton, comme si l'assurance affichée jusque-là laissait place à une prudence résolue.
Le parallèle avec Ibrahim Traoré apparaît dans de nombreuses analyses. Une rupture assumée peut modifier les lignes, même lorsque les structures semblent immobiles. Le lien n'est pas une imitation, mais une preuve que deux voies différentes peuvent produire un effet de similaire sur l'équilibre du pouvoir. À cet instant, la Namibie ne teste plus seulement un modèle, elle mesure la solidité de ceux qui lui résistent. Les premières retombées apparaissent dans la sphère NN, nationale namibienne, où la décision commence à modifier des habitudes profondément ancrées. Dans les zones minières, les responsables locaux constatent que les audits imposés obligent les sociétés à expliquer leurs pratiques avec une précision nouvelle, ce qui n'était presque jamais exigé auparavant. Dans certains villages, des réunions communautaires s'organisent pour suivre l'évolution des redevances et comprendre ce que la réforme pourrait réellement changer dans les budgets municipaux. Les écoles techniques enregistrent un regain d'inscription stimulé par la perspective d'une transformation locale qui ne se limitera plus au simple transport de minerais. La gouvernance cesse ainsi d'être une abstraction pour prendre la forme d'un suivi quotidien. Les effets dans la DN, diaspora et jeunes urbains se révèlent tout aussi significatifs. Des étudiants en ingénierie affirment qu'ils envisagent pour la première fois de rentrer après leurs études, persuadés que les compétences acquises pourront désormais trouver un débouché local. Dans les grandes villes, les associations de jeunes professionnels suivent les annonces avec rigueur et créent des groupes de travail pour anticiper les opportunités dans l'énergie et la transformation minière. La décision namibienne devient pour eux un signal. Le pays peut cesser d'exporter son potentiel humain en même temps que ses ressources. Une génération connectée, habituée aux comparaisons régionales, perçoit la réforme comme une reconnaissance de ses attentes. La troisième zone d'impact concerne la ND, dimension régionale africaine, où l'effet miroir prend toute son ampleur. Au Burkina Faso, le nom d'Ibrahim Traoré revient dans les conversations comme point de référence pour comprendre le geste namibien. Deux trajectoires distinctes, mais une même volonté de reprendre la main sur les secteurs stratégiques. Dans plusieurs capitales, les ministres des Mines convoquent des réunions d'urgence pour évaluer leurs propres contrats et mesurer l'exposition de leur économie à un éventuel changement de paradigme. Les organisations régionales observent la situation avec une prudence analytique, conscientes qu'un succès namibien pourrait inspirer une vague de renégociations concertées. Une logique d'imitation maîtrisée se dessine sans proclamation, mais avec une cohérence qui s'installe progressivement. La dernière catégorie touche les KV, acteurs globaux, dont les réactions sont déterminantes pour la suite. Les compagnies minières internationales activent leurs dispositifs de gestion de crise afin de rassurer leurs actionnaires et d'évaluer les clauses susceptibles d'être révisées. Les marchés internationaux oscillent sans panique, révélant une incertitude mesurée qui incite les analystes à attendre les premières renégociations avant de réévaluer leurs prévisions. Dans certains think tanks occidentaux, des notes internes évoquent le risque d'un effet domino susceptible de remettre en cause l'architecture contractuelle héritée du siècle précédent. Ces signaux démontrent que le geste namibien n'agit pas en vase clos. Il questionne les règles d'un système global dont la stabilité dépendait de l'absence de contestation. Ainsi, les conséquences ne se limitent pas à un changement institutionnel. Elles redéfinissent les comportements, les attentes et les marges de manœuvre d'acteurs situés à des distances très différentes du centre décisionnel de Windhoek. Le scénario de base s'appuie sur une hypothèse prudente. La Namibie renégocie une partie des contrats sans provoquer de rupture majeure avec ses partenaires. Dans cette configuration, les entreprises minières acceptent de revoir les redevances et d'intégrer des clauses de transformation locale en échange d'une plus grande stabilité juridique.
Les ajustements administratifs se font par étapes, avec un suivi régulier des indicateurs de production et de revenus. Les marchés internationaux surveillent la situation, mais l'absence de choc brutal leur permet de s'habituer à la nouvelle trajectoire. Ce chemin ne renverse pas l'ordre existant, il déplace simplement son centre de gravité. Le scénario optimiste voit au contraire un alignement rapide de plusieurs dynamiques. Le succès symbolique du décret namibien inspire d'autres pays producteurs qui adoptent, dans des formes adaptées, des clauses de transparence et de contrôle national. La création de mécanismes régionaux pour harmoniser certaines normes contractuelles réduit la pression diplomatique individuelle et renforce la position de négociation collective. Des investissements ciblés dans la transformation locale donnent leurs premiers résultats, révélant que la chaîne de valeur peut être consolidée sans dépendre entièrement des acteurs extérieurs. Dans ce cas, la Namibie n'est plus isolée. Elle devient un point d'appui pour un rééquilibrage continental. Le troisième scénario, sombre, repose sur une combinaison de pressions externes et de tensions internes. Certaines puissances étrangères contestent les révisions contractuelles devant des instances d'arbitrage international, tandis que les entreprises concernées ralentissent leurs opérations pour peser sur les négociations. L'économie nationale subit alors une contraction temporaire, accentuée par la volatilité des cours et par l'incertitude ressentie par les investisseurs locaux. Les opposants politiques exploitent cette fragilité pour dénoncer une stratégie qu'ils jugent risquée, affirmant que la souveraineté ne doit pas se payer au prix d'un ralentissement immédiat. Dans ce cas, la réforme pourrait être perçue comme un pari trop audacieux. Entre ces trois trajectoires, une recommandation s'impose: lire la souveraineté comme un processus et non comme un geste unique. Un pays ne transforme pas la structure de ses contrats en un seul décret. Il construit progressivement les institutions, les compétences et les alliances permettant de rendre cette transformation durable. Les 6 à 12 prochains mois ne détermineront pas seulement le succès du modèle namibien, mais la capacité du pays à stabiliser une vision qui dépasse les cycles politiques. Pour beaucoup, ce qui se déroule à Windhoek pourrait sembler lointain. Un décret, des contrats, des chiffres qui circulent entre capitales. Pourtant, l'impact réel de cette décision touche trois cercles où se reconnaissent des millions de personnes bien au-delà de la Namibie. Le premier rassemble celles et ceux qui vivent directement sur les lignes d'extraction: mineurs, pêcheurs, agriculteurs. Ils connaissent depuis longtemps la contradiction entre richesse du sous-sol et fragilité des revenus, contradiction que la réforme met enfin en lumière. Leur quotidien donne un sens concret à la notion de souveraineté. Le deuxième cercle réunit les jeunes urbains, étudiants ou travailleurs précaires, qui observent les politiques publiques comme des mécanismes pouvant décider de leur avenir. Les débats autour de la transformation locale, des formations techniques et de la création d'emplois qualifiés résonnent avec leurs préoccupations immédiates. Cette génération connectée analyse les annonces en comparant les expériences d'autres pays et en cherchant les voies qui pourraient stabiliser leur trajectoire personnelle. La réforme namibienne devient alors un exemple d'ajustement institutionnel qui ouvre de nouveaux horizons. Elle donne un langage plus clair aux aspirations souvent étouffées par la résignation. Le troisième cercle regroupe un public plus large, situé parfois à des milliers de kilomètres. Ces personnes ne vivent ni à Windhoek ni dans les provinces minières, mais elles reconnaissent quelque chose de familier dans la relation déséquilibrée entre capitaux mobiles et vies immobiles. Elles voient dans la décision de Nandinto un geste qui questionne une structure installée depuis des décennies et qui influençait silencieusement bien d'autres régions. Elles découvrent que les clauses, les chiffres et les accords ne relèvent pas seulement d'une expertise fermée, ils définissent la marge de manœuvre de communautés entières. Cette prise de conscience élargit la portée du débat. Ainsi,
Toucher le spectateur revient à rappeler que cette histoire ne traite pas seulement d'un pays, mais d'une question simple. Qui décide réellement de la valeur produite sur un territoire? La présidente sait qu'un discours ne suffit pas. Elle doit transformer l'élan en méthode, et la méthode en résultats observables, capables de résister autant aux pressions extérieures qu'aux fluctuations internes. Sa feuille de route repose alors sur 5 étapes successives dont la cohérence rappelle, par contraste, la stratégie assumée par Ibrahim Traoré lorsqu'il avait choisi de replacer la souveraineté économique au centre de l'action publique. L'enjeu consiste à inscrire la réforme dans une temporalité maîtrisée. Chaque étape possède un indicateur précis. La première consiste à publier l'intégralité des contrats miniers et énergétiques afin de mesurer leur rentabilité réelle. Ce registre accessible permet enfin d'établir un diagnostic fondé sur des données, non sur des perceptions. La transparence cesse ainsi d'être un mot d'ordre pour devenir un outil. Elle réduit la marge d'interprétation qui entretenait autrefois l'opacité. Le public dispose alors d'un socle commun pour juger. La deuxième étape s'articule autour de la renégociation progressive des accords jugés déséquilibrés. Les priorités vont d'abord aux secteurs où les retombées locales sont les plus faibles. Les nouvelles clauses introduisent de la transformation sur place comme obligation, non comme promesse. Les contrôles doivent vérifier si les entreprises respectent réellement ces engagements. Les écarts seront signalés publiquement. La troisième étape consiste à créer un fonds souverain alimenté par une fraction fixe des revenus miniers. Ce mécanisme protège le budget national contre la volatilité des prix. Il finance les écoles, la santé et les infrastructures qui relient durablement les communautés entre elles. La valeur extraite commence alors à circuler autrement. La population en mesure les effets. La quatrième et la cinquième étape misent sur la montée en compétences et les alliances régionales. La formation d'ingénieurs locaux renforce l'autonomie technique. Les plateformes africaines de négociation consolident la position collective. Ce double mouvement réduit la vulnérabilité du pays face aux pressions isolées. La souveraineté devient un processus structuré, ancré dans le temps. Lorsque l'on repensera à cette journée suspendue de Windhoek, ce ne seront peut-être ni les chiffres, ni les communiqués qui resteront, mais l'image de Nandinto debout derrière un pupitre, le regard ferme, semblable à celui que tant avaient déjà aperçu dans les ateliers poussiéreux où se jouait leur avenir. Cette reprise plus tard dans les conversations renvoie à ce moment précis où une dirigeante a choisi de nommer ce que d'autres taisaient depuis des décennies. Elle évoque la détermination tranquille qui traverse les témoignages recueillis dans les villages miniers, rappelant que les décisions politiques prennent sens lorsqu'elles rencontrent les vies qu'elles prétendent protéger. Ce motif silencieux relie la présidente aux communautés sans détour ni emphase. Il donne une dimension humaine à un basculement institutionnel. Dans de nombreuses analyses, un parallèle réapparaît. L'audace d'Ibrahim Traoré avait elle aussi insufflé une énergie nouvelle à des populations longtemps confrontées à la résignation. La similitude ne crée pas de héros interchangeables. Elle montre comment deux voix, distinctes et séparées par des contextes différents, ont su incarner un refus commun de l'inertie. Entre Ouagadougou et Windhoek, une ligne invisible s'est dessinée, faite de gestes sobres et de paroles assumées. Cette correspondance symbolique rappelle que la souveraineté n'est jamais abstraite. Elle prend racine dans des instants où une parole claire peut fissurer un ordre considéré comme immuable. À l'instant où l'écran s'apprête à s'éteindre, il reste pourtant quelque chose entre les mains de chacun. La possibilité de suivre de près ce qui se construit à Windhoek, d'écouter les voix venues des villages, des mines
et des villes où l'avenir se discute souvent hors des caméras. Ce qui se joue en Namibie ne concerne pas seulement les experts des contrats ou les diplomates. Il touche celles et ceux qui se demandent comment une décision publique peut modifier la circulation réelle de la valeur. L'histoire racontée ici n'impose aucune conclusion. Elle propose un cadre pour observer, comparer et questionner. Elle invite à prendre le temps de comprendre les mécanismes qui façonnent silencieusement le quotidien. Si vous le souhaitez, cet espace peut devenir un lieu de discussion calme où chaque point de vue trouve sa place. Vous pouvez partager un témoignage, poser une question ou simplement dire ce que cette séquence réveille dans votre propre réalité. La souveraineté ne naît pas d'un seul décret. Elle se construit aussi dans ces échanges modestes où chacun refuse que les décisions importantes passent inaperçues. Alors, qu'aimeriez-vous explorer en premier?